Alors effectivement, on va parler de design systémique aujourd'hui. Moi, j'ai mis des grandes photos et assez peu de mots sur les slides, et j'aime pas trop les bullet points. Mais voilà, du coup, c'était... Merci. En fait, en vrai, je vais vous parler de cuillère. J'ai eu un gros problème il y a quelques mois de ça. J'ai dû acheter des petites cuillères. Alors, ça a l'air d'être un tout petit problème à résoudre spontanément. En réalité, il était un petit peu plus complexe que prévu. Je vous donne le contexte. En gros, il me restait 12 couverts, donc couteaux et fourchettes, et je n'avais plus que 4 petites cuillères. Alors, j'ai 2 enfants qui jouent avec, qui les transforment en autre chose. Je me demande même s'ils les font pas fondre pour les revendre. Je sais pas. Enfin, il doit y avoir une activité illicite autour de ça, mais bref. Donc, je me retrouve avec ce problème à résoudre, et ce problème à résoudre, en fait, il s'est matérialisé comme ça. Ça devient un petit peu plus complexe. Comment on fait le choix là-dedans? Il y a une infinité de petites cuillères, elles se ressemblent toutes. Globalement, c'est un petit peu complexe de se décider. Alors, il y avait plein d'arguments. Moi, de mes critères de choix, il y avait est-ce que ça va avec mes couteaux et fourchettes existants? Parce que je voulais pas les jeter, je voulais avoir un impact mesuré sur la planète. Après, il y a évidemment le coût, il y a la disponibilité en magasin. Il se trouve que celle que j'avais choisie, quand j'ai demandé s'ils l'avaient en stock, on m'a dit non, le paquebot a coulé à côté de l'Inde, histoire vraie, hein, et avec donc les containers qui transportaient les cuillères en question. Donc j'étais assez frustré. Et puis là, du coup, j'ai remis ma casquette de designer et je me suis dit, mais comment on pourrait résoudre ce problème-là? Alors spontanément, quand on parle de design, on s'intéresse d'abord à la fonction. Là, la fonction de cette petite cuillère, évidemment, elle était remplie. Ça fait des centaines d'années, voire des milliers d'années qu'on sait dessiner et fabriquer des petites cuillères, avec plus ou moins d'ingéniosité. Mais bref, c'était même pas ça le problème. Ensuite, je me suis intéressé à la forme, et c'est là où j'avais mon gros sujet, qui était quelle forme choisir. Alors, bon, j'ai réussi à me mettre d'accord, on a fait une réunion familiale, et on a voté pour la cuillère en question. Mais il restait un truc, un élément important qui était le processus. Comment on fabrique cette cuillère? D'où elle vient? Est-ce qu'on est sûr de savoir exactement d'où elle vient? Alors, réflexe de survie, je suis allé sur Internet, j'ai regardé un certain nombre de vidéos, on m'a détaillé exactement tout le processus de fabrication. Donc, je vais vous remonter là rapidement. Il y a une petite vidéo qui est assez bien foutue si ça vous intéresse. Et d'ailleurs, c'est étonnant, j'avais préparé des blagues pour le transcript. Je m'étais dit, je vais mettre plein de choses vulgaires, je vais me mettre au milieu, puis on prendra une photo avec les textes et tout. Bon, je le ferai pas, hein, mais ça m'a traversé l'esprit quand j'attendais tout à l'heure. Donc, cette petite cuillère, elle a été dessinée par quelqu'un. Ça ressemble à peu près à ça. Ensuite, elle a été modélisée en 3D. Donc là, vous voyez une première vue 3D. On a fait un moule avec de l'impression dernière génération ou non. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On commence à travailler la première forme. Donc c'est la matrice qui va servir à faire du coup le moule, donc la contreforme de cette cuillère. Et puis après, c'est là où la magie de la technologie arrive. On va acheter du métal. Alors là, en l'occurrence, c'est de l'acier inoxydable. Ça s'achète en rouleau comme ça. Je l'ai découvert, hein. Je ne savais pas ça évidemment avant de faire ces recherches. Et puis, ensuite, ces rouleaux, on les découpe en plein de petites formes qui ressemblent déjà plus ou moins à des cuillères. Donc c'est ce que vous voyez sur cette image. On les presse, on les embosse, et à la fin, on a des petites cuillères. Bon, jusque-là, rien de très étonnant. On est encore hyper loin du design systémique. Là, vous dites, le mec est complètement cinglé. En fait, il n'avait rien à nous dire. Du coup, il se cache derrière une petite cuillère. Ce qui est un peu vrai. Ensuite, c'est packagé dans du plastique. C'est mis dans une boîte. C'est expédié assez souvent en avion, mais pas que. Il y a aussi des paquebots. Et puis, ça arrive en magasin. Alors, à quel moment on parle de système? Pour l'instant, on n'en parle pas encore. Pour l'instant, on a juste vu le cycle de production que vous connaissez, certainement. Mais la question que je me posais, moi, c'était c'est quoi l'empreinte carbone de cette cuillère? Est-ce que quelqu'un a une idée de l'empreinte carbone d'une petite cuillère dans la salle? Ok, alors ça m'arrange. Très bien. Je m'attendais à ce qu'il y ait un expert des petites cuillères, mais non. Bon, je vais vous emmener en voyage, dans ce cas.
Réflexe de survie suivant, empreinte carbone, petite cuillère. Alors quand on tape ça dans Google, il y a assez peu de requêtes, il y a assez peu de résultats pertinents qui remontent. On tombe sur plein de logiciels d'évaluation d'empreinte carbone. Celui-là, entre autres, qui est plutôt bien fait, mais qui est pour la vie d'une manière générale. Donc vous pouvez calculer votre empreinte carbone à l'échelle de votre foyer. Très intéressant. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était cette fameuse petite cuillère. Comment je fais le choix entre une infinité de petites cuillères? Et du coup, quels sont les critères d'évaluation qui vont me permettre de le savoir? Quelle cuillère choisir en fonction de mes contraintes à moi? Et puis quand vous creusez un petit peu et que vous allez interroger le sujet de l'acier inoxydable, de son retraitement, de ce genre de choses, on arrive assez rapidement dans des villes comme Dhaka, donc qui est la capitale du Bangladesh, où on commence à voir des choses comme ça. Donc là, c'est un reportage qui avait été fait, il y a des photos associées. C'est sur le retraitement de l'acier inoxydable, qui se retraite relativement bien. Bon, qu'on fait venir généralement de France ou d'autres pays, qu'on ramène là-bas, qu'on retraite et qu'on renvoie. On commence à voir un petit peu l'aberration dans certains cas, mais voilà, ça commence à s'étoffer. Puis après, pour bien comprendre ce que ça voulait dire, de fabriquer une cuillère, au-delà de l'ingénierie qui était derrière, ce qui m'intéressait moi, c'était de comprendre ce qu'il y avait derrière les matériaux. J'en étais rendu là. Alors je suis allé dans une forge, ça c'est moi, hein, pour de vrai. Il faisait froid et les protections de sécurité ne sont pas exactement les mêmes en Lettonie qu'en France. Mais bref, donc j'ai appris à forger le métal. Pas que pour cette conférence, hein, je vous rassure. Il y avait aussi un attrait personnel. Et ce qu'on apprend quand on forge le métal, c'est que c'est une science assez complexe finalement. Et puis ce qu'on apprend aussi, c'est l'origine des minerais et leur intérêt. Donc je ne sais pas si vous êtes familier avec l'acier et particulièrement avec l'acier inoxydable. Mais bon, globalement, pour faire simple, l'acier, c'est du fer et du carbone, et l'acier inoxydable, c'est du fer, du carbone et du chrome. On peut rajouter d'autres choses, du manganèse, on peut rajouter d'autres matériaux un peu plus rares. Le fer, je savais à peu près comment c'était extrait, je savais à peu près, on va dire, la facilité qu'on pouvait avoir à se procurer ce matériau-là. Le carbone, assez simple. Mais en creusant un petit peu, je me suis dit, mais d'où vient le chrome ? Si on s'interrogeait sur c'est 10% de ma petite cuillère quand même, hein, c'est pas anodin, ces 10%-là, je ne sais pas d'où ils viennent. Et qui a la réponse à ça? Alors si vous allez sur les indices, les cotations boursières des matières premières, vous voyez ça. Donc déjà là, c'est une indication. Vous voyez qu'il y a un marché qui est stable, avec un pic en 2019, là il y a quelques jours, que j'ai pas réussi à trouver l'explication, mais enfin il y a une très grosse, des gros parieurs. Vous voyez que le cours est stable, donc ça pose des questions. Alors, outre l'origine géographique du matériau, ça pose des questions aussi sur qui tient les rênes de cette industrie et est-ce qu'il y a des détenteurs particuliers qui pourraient faire augmenter massivement le prix du chrome ou à l'inverse dire bah non, désolé, nous on arrête d'extraire du chrome, il n'y en a plus de petites cuillères, ou en tout cas plus de petites cuillères inoxydables. Alors il y a des gens spécialisés là-dedans, il y a une boîte qui s'appelle MEPS qui édite un rapport qui coûte quelques centaines de dollars, que vous voyez là. Et alors ce qui est intéressant, c'est dans ce rapport, donc là c'est un rapport prospectif sur les années à venir, et il commence à nous parler de marché en tension, dans des zones géographiques données, avec des évolutions tarifaires, avec des évolutions réglementaires, bref, une complexité qui est derrière cette petite cuillère, mais même pas derrière cette petite cuillère, derrière le chrome. Alors quand on creuse un petit peu ça, on se rend compte que voilà les bassins d'extraction principaux du chrome. Le gros du chrome, c'est en Afrique du Sud, hein, pour faire simple. Il y a aussi un bassin, on va dire, il y a plusieurs bassins au Moyen-Orient, et après c'est Inde et Russie, mais le gros du chrome, c'est l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'on sait de l'Afrique du Sud aujourd'hui? Est-ce que c'est un régime politique stable? Qu'est-ce qu'on sait de l'industrie d'extraction du chrome? Par qui elle est détenue? Est-ce qu'on connaît les conditions d'extraction et les humains qui sont derrière, qui bossent dans ces mines? Est-ce qu'on sait comment ça se passe? La réponse, pour moi, c'était non. Encore une fois, je suis assez naïf, du coup, je vais mener ma petite enquête. Alors la petite enquête, en réalité, je suis allé sur le bot d'IKEA et puis je leur ai posé la question. On va démarrer par la base.
Donc je vais vous lire, je ne sais pas si c'est très lisible, si c'est très lisible, voilà. Je vais quand même vous le lire. Pourriez-vous me dire où sont fabriqués les cuillères Dragon? Donc c'était un des modèles qui m'intéressait. Donc là, on me dit, afin d'aller plus loin dans les recherches, pourquoi vous me posez cette question-là? Le doute. Alors je ne suis pas Élise Lucet, hein, donc je me suis ravisé, je dis bon, bah, voilà, je vais expliquer pourquoi je pose cette question. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir si ça venait de Chine ou d'Afrique du Sud, et quels étaient les moyens de transport, et où est-ce que ça avait été, par où ça avait transité. Parce qu'en réalité, si le minerai vient d'Afrique du Sud, vous pouvez être sûr qu'il est reparti en Chine. Alors là, bon, j'ai une réponse. Tous les couverts IKEA, à l'exception de la gamme Biaglofoon, bref, pour les natifs, excusez-moi, sont composés d'acier inoxydable sans nickel. Caroline. Ouais, bon, moi ma question concernait le chrome. Désolé. Alors j'ai eu d'autres réponses et on m'a demandé de laisser mon numéro de téléphone et j'attends qu'on me rappelle pour avoir le fin mot de cette histoire que je n'aurai peut-être pas. Alors si vous creusez un petit peu, ce qui se passe en Afrique du Sud, c'est ça. Alors c'est pas du tout je mets aucun jugement sur les conditions de travail de ces personnes, mais il faut savoir que c'est ce qui se passe. C'est ce qu'il y a derrière votre petite cuillère. Sauf que, 1, personne ne le sait, et 2, je ne suis pas sûr que ça intéresse grand monde. Mais bon, on va creuser un petit peu. Après, quand on a du minerai, c'est pas un bloc de chrome qu'on envoie et qu'on fait fondre. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc là, vous voyez tout le retraitement du matériau et la manière dont ça se passe. Ça utilise énormément d'eau. Comme toute extraction minière, la séparation des minerais, ça utilise énormément d'eau. Et on perd énormément de matière. Pour beaucoup d'entre eux, c'est de l'indice 1%, voire 1 pour 1000. Donc c'est-à-dire si vous extrayez 1000 tonnes, vous n'aurez qu'une tonne du minerai en question. Alors c'est variable en fonction de différents paramètres, mais si vous parlez des terres rares, donc les matériaux que vous avez dans vos téléphones, ça peut être du 1 pour 10 000, 100 000 unco. Je ne veux pas vous faire flipper, hein, mais voilà, on parle de ça quand même. Et puis après, en creusant, toujours ce sujet. Donc là, on plonge petit à petit, on soulève des couches et des couches, c'est un oignon sans fin. Il y a des boîtes, donc celle-là, c'est un institut public japonais qui s'appelle JOGMEC. Et alors, ils le disent, hein, c'est Seeks to a Stable Supply of Natural Resources for Japan. Leur boulot à eux, c'est de chercher à minimiser la dépendance des matières premières avec les autres pays. On ne sait jamais. Alors, quand on considère la situation géographique et géopolitique du Japon, on peut le comprendre. Mais alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils achètent en avance de phase, et avant même d'avoir les besoins, des stocks de matières premières sur lesquels ils font de la spéculation. Pas sur le chrome, je vous rassure. On est cool, pas de problème avec cette petite cuillère, pour l'instant. Mais bon, il y a ces instituts-là. Ce qui pourrait, si on reboucle avec l'institut qui émet les rapports d'évolution et de tension des matières premières, il y a des liens évidemment directs ou indirects. Mais est-ce qu'on est capable de les visualiser? Aujourd'hui, je pense que la réponse est non. Et puis après, pour aller encore plus loin, une idée m'a traversé l'esprit. Vous avez entendu parler de la montée des eaux, évidemment. Et je me suis dit, mais si l'Afrique du Sud était à 1 mètre au-dessus du niveau de la mer, j'en sais rien, hein, de mon point de vue, ça pouvait être plausible. Alors je suis allé regarder, j'ai fait un petit test, j'ai augmenté jusqu'à 60 mètres le niveau de la mer, on est safe. L'Afrique du Sud, on a grignoté un petit peu vraiment du sud-sud de la côte, mais pas de problème dans les mines. Alors vous m'arrêtez pas, parce que moi j'habite à Nantes, donc là au milieu c'est chez moi, et à plus 20 mètres, j'ai les pieds dans l'eau depuis plusieurs années. Et en fait autour de ça, toutes ces questions-là, elles sont unitairement relativement simples. Quand on les prend comme un système, ça devient très compliqué. Alors si on regarde ce qu'on appelle donc l'énergie grise, c'est toute l'énergie qui va être nécessaire à produire et à faire et à approvisionner en petites cuillères et en d'autres services et produits nos quotidiens. Donc on extrait des matières premières, on les transporte, on fabrique, on les retransporte, il y a un usage et ensuite il y a une fin de vie. Ça c'est le schéma classique. En réalité, il y a peut-être autre chose. Alors je ne vous ai pas encore beaucoup parlé de la valeur d'usage.
Mais moi, ce qui m'intéressait dans cette petite cuillère, c'était vraiment, avant de rentrer dans cette quête sans fin, ce qui m'intéressait, c'était surtout la valeur d'usage. Quel est le bénéfice immédiat que je vais pouvoir avoir en utilisant cette petite cuillère? Me nourrir, faire en sorte que mes enfants puissent se nourrir, et puis avoir un set de 12 cuillères à peu près uniformes quand on fait des dîners mondains. C'était ça le brief. Quand on s'intéresse à l'énergie grise, et puis du coup à tout ce qu'on utilise à côté, il y a d'autres facteurs. Alors ça, c'est un lave-vaisselle. Moi, depuis tout petit, on m'a dit le lave-vaisselle consomme moins d'eau qu'une vaisselle à la main. Vous avez entendu ça déjà? Ouais? C'est vrai ou pas? Ah, gros doute. Alors, à l'échelle d'une vaisselle unitaire, oui, c'est vrai. Un lave-vaisselle est assez économe en eau, c'est du 1 pour 2, 1 pour 4 en fonction des standards. Donc en gros, pour une vaisselle complète, c'est 12 litres. Il en faudrait approximativement 40 si vous deviez faire votre vaisselle à la main. Mais là, on se gourde de problème en réalité. On s'intéresse à la valeur d'usage, on s'intéresse à l'usage qu'on va faire de notre vaisselle, mais le lave-vaisselle, pour le produire, il a fallu du métal, il a fallu du plastique, il a fallu le transporter, il a fallu le stocker, il a fallu énormément d'énergie et d'eau pour faire tout ça. Donc si on rapporte ça à la vaisselle unitaire, si on considère que pour ne serait-ce qu'extraire le métal qui va faire la coque de votre lave-vaisselle, vous avez 3 vides-vaisselle devant vous. Est-ce que l'assertion un lave-vaisselle consomme moins qu'une vaisselle à la main est encore juste? Bah non. Et c'est là où on commence à toucher au design systémique. C'est là où on commence à adresser des problèmes dans leur globalité, plutôt que prendre des problèmes séparément, les uns à côté des autres, en ayant une vision étriquée, tronquée et fausse, de fait. Celle-là aussi, elle est assez savoureuse. On a un indice de consommation d'énergie. C'est vrai. Il y a des organismes certifiants internationaux qui se penchent là-dessus. C'est super intéressant. Vous pouvez choisir votre lave-vaisselle avec ce critère-là. Quel est celui qui va consommer le moins d'énergie? Alors, le AA++++, on sait qu'il utilise peu d'électricité et on sait qu'il utilise peu d'eau. En gros, c'est les deux variables qu'on va analyser principalement. Et après, bon, c'est rationalisé. Bon, il y a aussi des critères de son, il y a plein de choses qu'on peut ajouter, mais en gros, c'est ça. À aucun moment, on me donne l'information, savoir comment ce lave-vaisselle a été fabriqué, dans quelles conditions, combien d'eau il a fallu pour extraire les minerais, combien d'énergie fossile il a fallu pour fabriquer le plastique, et ainsi de suite. Bref. Donc là, on vit dans un monde où on est aveuglé. En réalité, les choix qu'on estime être conscients, ils ne le sont pas du tout. Il nous manque tellement d'informations qu'on ne peut pas conscientiser un choix comme ça. C'est un bon point de départ, mais en réalité, il se peut que du AA++, on soit un bon D. Si on s'intéresse à l'impact, l'empreinte carbone, si on s'intéresse à l'impact humain de l'extraction du métal, et ainsi de suite. Alors du coup, le processus, il est dur à appréhender, parce qu'il m'a fallu des heures et des heures et des heures pour une petite cuillère. Et j'ai pas encore commencé le travail du lave-vaisselle. Hein. Imaginez le boulot. Et puis, je me suis souvenu d'une conversation que j'avais eue avec un copain qui vit à San Francisco, qui lui avait fait ce boulot-là. Il avait rationalisé. Il est data scientist, hein, c'est son hobby autant que son travail. Et lui a dit, la réalité, c'est que ta petite cuillère, c'est une complète connerie d'acheter une cuillère en métal. Si tu veux t'intéresser au problème de fond, il faut acheter une cuillère en bambou. Il ne faut pas la laver, il faut l'acheter et la mettre au compost. Alors pourquoi le bambou? Ça pousse vite, c'est gourmand en eau, mais ça pousse à peu près partout, et surtout, on peut le fabriquer à moindre coût, le presser et autres. On manque encore de données pour vérifier exactement ça, mais ça élargit encore plus le problème. D'un point de départ qui était quelle cuillère je choisis chez le revendeur de cuillères, on arrive à est-ce que je suis sûr d'avoir fait le bon choix et le bon matériau. Donc on a un problème qui devient de plus en plus gros. C'est l'inflation du problème. Et puis, sur ce, mon fils arrive, il a 5 ans. Hein. Alors sa première réflexion, ça a été pourquoi on ne ferait pas des cuillères en carton? J'ai plein de cartons dans ma chambre. Alors je lui dis bon,
faudrait peut-être creuser ce sujet-là. Pour l'instant, je suis pas sûr qu'on puisse faire des cuillères en carton, mais on va étudier ça. Et ensuite, il m'a dit, mais on pourrait pas faire des cuillères qu'on mange à la fin? Il y a une boîte qui fait ça, qui s'appelle Couvi, qui a une start-up qui a quelques mois, qui fait ça, des couverts à croquer. Alors ça tient à un certain nombre de degrés, vous pouvez manger de la soupe avec, bref. Donc là, c'est un autre sujet. Mais est-ce qu'on est capable de calculer l'empreinte carbone de cette cuillère à croquer? Ben, on retombe dans exactement la même problématique. Et derrière ça, en fait, ces sujets-là, si vous les prenez et si vous tirez la plotte, c'est ce jeu-là. En fait, c'est frappe la taupe, je crois, traduit littéralement en français. En gros, vous trouvez un problème, il y en a un autre qui arrive, vous tapez dessus, un autre problème qui arrive. Et c'est une fuite en avant. La petite cuillère, là, c'est que le début de l'histoire. Hein. Je vais essayer de faire court, mais j'avais une vingtaine de slides qui pouvaient aller derrière sur le lave-vaisselle et la suite de cette histoire, le retraitement, la post-vie après usage, bref. Donc c'est extrêmement compliqué. Et c'est une petite cuillère. Imaginez ça à l'échelle d'un téléphone portable, d'une voiture. Et c'est ça, en fait, la complexité, elle est liée au méta-objet. Alors le méta-objet, c'est un terme que j'ai inventé, je me suis librement inspiré de Timothy Morton, qui a défini ce qu'on appelle les hyper-objets. Les hyper-objets, c'est en gros ce que notre cerveau n'est pas capable de comprendre, parce qu'il y a trop de facteurs impliqués. Donc c'est, si je vous donne un exemple d'hyper-objet, c'est tout ce qui va être lié au changement climatique. Des liens directs, indirects, des causalités qui sont très difficiles à déterminer, un impact à plusieurs échelles, à plusieurs degrés de temps, bref, d'une complexité folle. Alors du coup, on fait quoi? Si c'est tellement complexe que même notre cerveau n'est pas capable de le comprendre, on laisse ça aux machines? Il y a peut-être d'autres solutions. Alors, je vous invite à lire un bouquin qui est passionnant, qui s'appelle « Une autre fin du monde est possible », très joyeux, de Pablo Servigne, Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle. Et eux, ils ont dit, on n'a pas la réponse à toutes ces questions, mais si on ne se met pas à l'action, donc il faut nous mettre à courir dans le brouillard et à faire de l'intuition notre allié. Pour le cas de cette petite cuillère, l'intuition, c'est un bon allié. Si je vous dis, vous avez le choix entre une cuillère en métal avec toute la complexité qui est derrière et tout ce que je vous ai expliqué, et une cuillère que vous allez pouvoir croquer, ou une cuillère en bambou, je pense que votre intuition sera déjà un bon guide. Puis après, il va falloir imaginer quand même comment on construit une démarche de design autour de ça, dans un environnement de plus en plus complexe, qui est très intéressant, mais qu'il va falloir appréhender. Alors je me suis prêté à ce jeu-là parce que quand j'avais écrit la description du talk, j'avais mis 10 pistes. Bon, je les ai rationalisées, en fait il y en a 6. M'en veuillez pas, hein, je pourrais prétexter que c'était une faute de frappe. La première étape, c'est de comprendre le système. Comprendre le système, ça veut dire sortir de l'ère de l'abstraction. L'exercice qu'on a fait là avec la cuillère, dans votre métier au quotidien, du UX designer, de designer, d'ergonome, de spécialiste, de la recherche utilisateur ou autre, il faut essayer autant que possible de sortir de l'ère de l'abstraction et rentrer dans l'ère de la compréhension. Ça ne veut pas dire tout comprendre, mais ça veut dire systématiser le fait qu'on se pose des questions. Au début, c'est fatigant, après ça devient un jeu, et après ça devient une habitude, et vous allez voir que on s'y prête très rapidement. Alors, c'est un peu ça, là, c'est le Fairphone que vous devez connaître. Ce qui est intéressant, au-delà de la démarche qui est derrière, de pouvoir remplacer les composants, de le faire évoluer sans avoir systématiquement à tout changer, ce qui est déjà une démarche intéressante. Ce que je trouve d'autant plus intéressant dans la construction de l'objet, c'est que la coque arrière est transparente. Donc concrètement, vous voyez ce qu'il y a dans votre téléphone. Ça ne veut pas dire que vous comprenez l'intégralité du fonctionnement, de son fonctionnement, et ça, c'est plusieurs vies de boulot. Mais il faut commencer à s'intéresser à ça. Et c'est pas, sinon, le risque, c'est qu'on se retrouve avec des objets vidés de leur compréhension, liés à une seule variable qui est la valeur d'usage. Mon téléphone peut faire ça. Bon, après, là où il était fabriqué, quelles sont les conséquences sur la planète, quelles sont les conséquences sur l'usage que vont en faire mes enfants, quelles sont les conséquences bêtement aussi sociétales. On peut difficilement se poser ces questions-là
si on ne sait pas ce qu'il y a dans l'objet? Alors il y a des solutions pour ça. Il y a je vous mettrai tous ces liens en accès libre. Il y a plusieurs designers qui ont travaillé sur ce qu'ils appellent des gigamaps. Donc c'est en gros modéliser et visualiser toute l'histoire que je vous ai racontée sur cette petite cuillère et commencer à identifier où se situent les problèmes à résoudre, les vrais problèmes à résoudre, et pas seulement ceux qui sont liés à la valeur d'usage. Donc là, c'est un exemple qui est sur la production d'énergie à petite échelle, dans les foyers, et qui va mapper exactement comment ça se passe et où sont qui va identifier où est-ce qu'on a des irritants, où est-ce qu'on a, mais comme un parcours utilisateur classique, comme ce que vous faites certainement au quotidien. Sauf que là, ça permet de visualiser des systèmes beaucoup plus complexes qu'un simple parcours sur une application mobile ou sur un site web ou dans le métro ou autre. Il y a une autre structure qui est à l'origine de différents outils qui traitent du design systémique. Et eux, en fait, ils ont modélisé une approche et une méthodologie qui permet de produire ces cartes-là à plusieurs. Et donc, imaginons que vous deviez travailler, je ne sais pas, sur les nouveaux formulaires d'accès aux aides sociales. Si on se focalise sur l'expérience utilisateur, le critère qu'on va traiter, c'est uniquement celui de l'interface sur ce site, sur l'application. Mais qu'est-ce qu'on sait du quotidien de la personne? Qu'est-ce qu'on sait de son niveau de stress? Qu'est-ce qu'on sait de sa compréhension réelle de ce que ça veut dire d'être aidé? Pas grand-chose. Et c'est assez rare qu'on entame ça, cette démarche-là, faute de temps. Qu'est-ce qu'on sait du poids réel de l'aide sociale sur l'économie? Pas grand-chose aujourd'hui, sauf avoir des grands débats politiques qui sont fondés généralement sur des données fausses. C'est intéressant de se poser ces questions-là, parce que le rapport à l'aide sociale, si je prends cet exemple-là, il va être vraiment très différent, et potentiellement les interfaces ou les expériences que vous allez devoir créer, elles seront elles aussi différentes. Et donc avoir cette vision-là globale, ça ne veut pas dire avoir une compréhension holistique et devenir omniscient, ça veut dire s'intéresser aux problèmes plus largement que ceux qui sont liés à la valeur d'usage initialement consentie. Ensuite, une fois qu'on a fait ce travail-là, il faut définir le vrai problème à résoudre. Le vrai problème à résoudre, ce n'était pas celui de choisir une petite cuillère. Il était en réalité, pour moi, beaucoup plus complexe. Et interroger le problème à résoudre, c'est surtout voir aussi l'impact que ça va avoir sur l'humain et sur la planète. Disons qu'aujourd'hui, il apparaît comme sacrément embêtant de ne pas se poser ces questions-là. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'urgence climatique, mais enfin, vous voyez de quoi je veux parler. Mais il y a plein d'autres sujets. Tout à l'heure, on m'a demandé, juste à l'entrée, on m'a dit est-ce que tu veux faire un jeu pour gagner une Google Home? J'ai dit non. De manière très arrogante, j'ai dit bah non, parce que j'ai des enfants et que je suis pas sûr que ce soit un bon service à leur rendre. Et puis accessoirement, j'ai testé la Google Home et quand je dors à Paris chez un ami à moi et que pour éteindre la radio, il lui faut 5 contraintes et qu'il commence à s'énerver et que finalement il débranche la Google Home parce que ça fonctionne pas assez bien, je me dis que bon, j'ai encore un petit peu de temps devant moi avant d'être vraiment frustré de ne pas avoir cet objet. Mais ce qui est derrière ça, derrière cet objet, en réalité, c'est un petit peu plus contraignant. Si on l'envisage de manière systémique, ça c'est un rapport de plusieurs entités, mais qui a été porté par les Nations Unies et l'UNESCO, qui s'appelle I Would Blush If I Could. Et c'est en gros l'analyse contextuelle des réponses qui sont faites à un certain nombre de questions ou d'affirmations que vous voyez dans la première colonne. Donc, je vais vous prendre la dernière, donc, qui correspond au titre du rapport, c'est « You're a slut ». Je ne vais pas vous le traduire, hein, vous voyez ce que je veux dire. Ça m'évitera de voir apparaître ça juste derrière. Et là, la réponse, c'est je rougirais si je pouvais ». Waouh! Alors déjà, un premier problème, une très grande majorité des assistants vocaux sont des voix féminines. Donc ça veut dire qu'inconsciemment, et là je parle pour mes enfants, quand ils ont une question à poser et quand ils s'attendent à pouvoir donner un ordre à quelqu'un, systématiquement, c'est à une femme. En tout cas, c'est une femme qui leur répond.
Ça veut dire quoi ça dans 50 ans? Et est-ce qu'on est vraiment sûr de vouloir vivre dans ce monde-là? Aujourd'hui, je suis pas sûr, j'ai pas de réponse, hein. J'ai pas d'affirmation quant à ça, mais je ne suis pas sûr qu'on se soit posé cette question-là. CF, ce qu'on a dit juste avant, et les exemples qui ont été pris de la Silicon Valley. Idem sur la durée de stockage d'un mail. Alors ça, c'est un petit proto qu'on a réalisé. C'est une newsletter qu'on édite, qui est une newsletter hebdomadaire. Et on s'est dit, mais si la newsletter n'est pas lue, pourquoi la stocker indéfiniment? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un statut du mail qu'on envoie, ou imposer d'ailleurs un statut, qui permette de la supprimer au bout d'une semaine, un mois, ou vous avez mis 3 jours à l'ouvrir, on la supprime. Elle ne sera stockée nulle part. On peut imaginer aussi, avec l'utilisation grandissante de YouTube pour écouter de la musique, de ne pas consommer énormément de flux vidéo alors qu'on n'a besoin que de l'audio. Donc on pourra avoir cette feature-là. C'est rien hein, en termes du X, c'est un bouton à coder. C'est pas si compliqué que ça. Donc il y a plein de solutions en réalité, si on est capable de reposer le vrai problème. Ensuite, il va falloir s'intéresser, troisième point, c'est à décloisonner les disciplines. Ce boulot-là, vous ne pouvez pas le faire seul. Je ne suis pas data scientist, je travaille avec des gens qui produisent des algorithmes, avec des gens qui produisent du contenu, des choses très techniques. Mais c'est un boulot où il faut qu'on bosse ensemble. Il faut construire des équipes pluridisciplinaires qui se parlent. Donc il va falloir inventer dans les jours, mois, années à venir un espéranto, une espèce de langue qui permette à chacun de se comprendre. Et surtout qui redonne la main aux citoyens et qui le lie, donc nous, tous, qui lie ça à la recherche académique et aux industries. Ça, c'est un exemple. Alors, j'ai pas trouvé de photo de la gare du Nord, mais j'ai vécu à Paris pendant quelques années et j'ai traversé la gare du Nord avec mon fils dans une poussette 2 fois par jour. Et j'ai remarqué un truc, c'était que à chaque fois qu'on passait devant un écran comme ça, les écrans vidéo, que vous devez bien connaître, sa tête faisait ça, jusqu'à avoir un torticolis. Il était happé par ça. Alors moi, ça m'ennuie. On se bat contre la publicité, on essaye de leur expliquer ce qu'il y a derrière, et ce qu'on essaie de leur faire potentiellement contre leur gré. Mais surtout, ce qui m'ennuie, c'est qu'il n'y a pas eu d'études sérieuses de réaliser sur la surstimulation lumineuse, sur l'impact de la publicité dans des contextes de public. Donc c'est ça qui est embêtant. Et là, on pourrait imaginer que guider la recherche académique, il y a plein de doctorants qui travaillent sur des sujets connexes, et se dire, est-ce que ça pourrait pas répondre à des enjeux citoyens? Est-ce qu'on ne pourrait pas collectivement, à partir du moment où ce sont des financements publics, décider de la focale de la recherche académique? Pour ça, en fait, il y a une phrase qui est tirée d'une analyse d'un bouquin d'Edgar Morin qui dit « Pour penser la complexité, il faut une pensée complexe. Une telle pensée relie ne découpe pas les études en champs de connaissances centrés sur un objet. Elle restitue le contexte, les interactions en particulier, et les rétroactions. » Une fois qu'on a défini ça, il va falloir se forger une éthique, mettre en place une démarche de transparence sur les processus, l'utilisation des données, la sous-traitance. Il y a plein d'autres champs à explorer, mais on va avoir besoin de ça. Il y a déjà des boîtes comme Patagonia qui se mettent sur ces sujets-là, qui ont créé un dispositif qui s'appelle The Footprint Chronicles et qui vise à déterminer exactement l'impact de chaque vêtement. Un t-shirt aujourd'hui, je pense que personne ici ne sait combien il faut de milliers de litres d'eau pour le produire. Eux, ils vont vous le dire. C'est intéressant. Mais on peut aussi se dire que c'est valable pour les fruits et légumes. Aujourd'hui, est-ce que je fais un choix conscient quand j'achète un fruit et légume avec comme seul critère de choix la variété, l'origine, le traitement, la catégorie et le calibre? En réalité, non. Est-ce qu'on ne pourrait pas ajouter l'eau consommée, l'énergie grise? Est-ce que c'est une monoculture ou non? Ça, c'est un truc, c'est tout con. Hein. Ça m'a pris 2 minutes 30 en bricolant sur Photoshop. On a accès à ces données-là. Qu'est-ce qui nous empêche de les demander? Il y a un bouquin assez marrant qui a été écrit par le frère de l'inventeur du web qui décrit très bien tout ça, que je vous invite à lire, qui est super rigolo. Et de la même manière, ce qui va être intéressant, c'est aussi d'encadrer d'autres pratiques, donc celle des algorithmes. Comment on évite que des algorithmes auto-apprenants proposent des résultats qu'on est incapable d'expliquer pour cause de complexité trop importante. Je vais essayer avancer rapidement. Et enfin, du coup, les 2 derniers points, c'est impacter durablement. Imaginez une charte qui encadre la pratique du design, groupe d'action, du lobby, citoyen,
et à la fin, un nouveau cadre législatif. Ça va être très, 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 très long. Et si on ne commence pas aujourd'hui, c'est sûr qu'il ne se passera rien. Preuve en est, quand j'ai dit non, je veux pas de Google Home, on m'a dit mais vous avez déjà un téléphone portable? On vous écoute déjà. Je dis ben oui, et alors? Du coup, c'est une fuite en avant, on se pose plus de questions. Non, il faut faire un petit pas de côté et se dire est-ce qu'on est sûr de vouloir postuler de ce futur-là? Imposer l'interopérabilité des systèmes entre les outils de messagerie, ça peut être un bon point de départ. Il y a plein de discussions là-dessus. Se dire que un SUV, j'ai pas mis de marque volontairement, pas de jugement. Mais ce qui est intéressant, c'est pas tant de savoir que vous utilisez 2 tonnes de matériaux avec des frottements extraordinaires au sol pour trimballer une personne, ça tout le monde le sait. C'est complètement con, tout le monde le sait, mais on continue de vendre des SUV. En revanche, si on publiait les analyses qui ont été faites aux États-Unis sur le fait que les SUV entraînent beaucoup plus de mortalité en cas de crash avec un passant, parce qu'ils sont plus hauts et que du coup vous ne faites pas taper au même endroit, peut-être que ce sera un nouveau critère de choix. Et peut-être qu'en rendant ça public, du coup on pourrait acheter un autre type de voiture. Ou en tout cas, avoir un regard plus critique par rapport à ça. Et le dernier point, qui est certainement le plus important, on va avoir besoin de refonder un nouveau récit. Tous ensemble, c'est pas un nouveau récit, c'est des nouveaux récits. Écrire des futurs souhaitables et soutenables, ça c'est clé. Si on continue de faire ce qu'on fait, des call to action, des interfaces, inévitablement, on va, à la fin des fins, se prendre un énorme mur dans la tronche. Et les futurs souhaitables, en fait, c'est tout con. Hein. C'est à peu près les seuls futurs dont on est capable de postuler aujourd'hui. La science-fiction s'appauvrit de jour en jour, de mois en mois, parce qu'elle a été remplacée par ce qu'on considère être l'étape d'après. Si vous regardez Black Mirror, c'est plus de la science-fiction, c'est notre quotidien en réalité. Et le problème qui est derrière ça, c'est qu'on est incapable de penser en dehors de notre récit. Parce que notre récit, c'est ce que nous prenons pour la réalité. Et donc, pour moi, là, ce qu'il va falloir, et c'est peut-être la première étape, c'est se dire quels sont les nouveaux récits qu'on veut écrire et qui vont conditionner le développement technologique, qui vont conditionner votre métier de designer, du UX designer, du UI designer et autres. Et je terminerai avec cette métaphore qui est pour moi, peut-être, en tout cas c'est mon récit. Je pense que collectivement dans cette salle, on n'est ni plus ni moins qu'une plante épiphyte. Une plante épiphyte, c'est le nom générique de l'orchidée. Aujourd'hui, on s'est extrait du sol, on a tout bétonné, on n'a plus aucun contact avec la nature d'une manière générale, ou en tout cas très peu, et on vit en pot. Ça marche, faut juste pas oublier d'arroser, hein, mais ça marche. Le fond du problème, c'est qu'une plante épiphyte, en vrai, elle n'a jamais eu de contact avec le sol. Mais elle vit dans un écosystème qui lui permet, par l'eau du ruissellement, d'avoir en s'accrochant plus haut à un tronc, d'avoir accès au soleil, et deux, de ne pas avoir besoin de tissus racinaires qui arrivent jusqu'au sol, et donc elle est entièrement dépendante de son écosystème. Et si ça, c'était le fondement du nouveau récit, peut-être qu'on se poserait les questions différemment. Donc en résumé, c'était on va dire les points cardinaux qui me semblent être importants dans le cadre du design systémique. Et j'en terminerai avec une citation de Václav Havel. L'espoir n'est certainement pas la même chose que l'optimisme. Ce n'est pas la certitude que quelque chose se passera bien, mais la certitude que quelque chose a du sens, indépendamment de la façon dont cela se termine. Merci. Merci Patrick. Patrick Marais-Jules. Alors, je vous invite, petite annonce, j'ai créé hier, c'est pour ça qu'il n'y a pas encore grand monde, un groupe LinkedIn en me disant que j'aurais certainement pas le temps de discuter avec beaucoup de gens aujourd'hui, donc si ça vous intéresse de prolonger cette conversation, vous pouvez vous rendre sur Systemic Design France et ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera. Merci Patrick. Alors, on va encore faire gagner un livre, donc le fameux livre de Karine Lallemand et Guillaume Grenier sur les méthodes UX. Donc, pareil, on va prendre 3 questions dans la salle. Alors, je vais demander de faire assez bref parce qu'on est vraiment très en retard là sur le planning. Patrick va répondre de manière très synthétique. Ouais. Et ensuite, on pourra passer à la pause. Alors, qui a une question? Ah, on a une question là-bas. Alors, on va vous amener le micro.
Ah oui, par ailleurs, je fais un peu de gros hacking de proximité. On recrute un designer senior. Si jamais vous êtes intéressé, je ferai un speed dating au café. Alors, allons-y. Alors merci pour votre présentation. J'ai été sensible à votre démarche. Moi, ça m'a donné deux réflexions. C'est que je pense que le consommateur est actuellement égoïste. Il veut toujours plus pour moins cher. Donc ça, c'est peut-être un sujet aussi à travailler. Et peut-être aussi qu'on est devenu aussi trop nombreux sur la planète. La question que j'avais, c'était par rapport au design systémique et au monde de l'entreprise. Comme c'est plus compliqué, qu'est-ce qui va inciter une entreprise à vraiment se pencher sur ces problèmes, sachant qu'à court terme, ça lui coûtera plus cher? Merci. Ah, le monde de l'entreprise. Ça lui coûtera plus cher, ça c'est pas prouvé. Tant qu'on n'a pas étudié le sujet, c'est difficile à prouver. Ce qui va la faire changer, c'est évidemment le consommateur. Donc peut-être que l'investissement massif qu'il faudrait réaliser, ce serait plutôt sur l'éducation. Et je pense qu'au-delà de l'égoïsme auquel vous faites référence, avec lequel je suis pas sûr d'avoir un avis très éclairé là-dessus, je pense que c'est à la fois un peu d'inconscience et aussi le fait que typiquement toutes les données dont je vous ai parlé là sont pas accessibles aujourd'hui. Volontairement pas accessibles à cause des entreprises. Quelle qu'elle soit, hein. Enfin, à cause du flux d'entreprises. C'est pas une théorie anticapitaliste, mais mine de rien, ceux qui ont un intérêt à faire en sorte que ça se sache pas se débrouillent très bien pour le faire aujourd'hui. Donc la solution pour moi, elle est évidemment multipartite. Il y a l'éducation massive sur ces sujets-là, la donnée, les algorithmes & co. Deux, bien une publication et une systématisation de la demande de transparence qui peut être faite. On peut espérer qu'il y ait des changements de comportement qu'on commence à voir aujourd'hui comme des signaux faibles, mais que ça s'accélère. Et enfin, il y a le cadre législatif. Si on n'est pas capable aujourd'hui de prendre des décisions qui n'ont pas qu'un impact négatif, peut-être que la seule solution, en tout cas transitoire, ce sera de les imposer. En contraignant, alors pas la natalité, c'est malheureusement le cas dans certains pays aujourd'hui, mais voilà, ça c'est un débat un peu plus métaphysique. Mais clairement, le cadre législatif et les commissions européennes vont avoir un rôle très important à jouer là-dessus. Et l'entreprise, il n'est pas exclu qu'il y ait des acteurs, on va dire, de frontières qui se mobilisent sur ces sujets-là. Il y en a déjà un paquet. Et qui montreront et feront la preuve par l'exemple que d'autres solutions sont possibles et qu'elles adressent un marché, qu'elles peuvent être rentables, profitables et rentrer dans un modèle qu'on connaît aujourd'hui, qu'il faut peut-être challenger, mais en tout cas, à très court terme, il y a en tout cas, plein de débuts d'action à mettre en place. Une autre question? Ici. Vous étiez bien placé pour la poser, on va vous apporter un micro. Sinon, je peux la répéter. Ah oui. Alors, comment je pense qu'on peut éduquer les gens et quels seraient les meilleurs canaux? Alors moi j'enseigne dans plein d'écoles, donc j'essaye de faire ma part du boulot, mais c'est le colibri, hein. Je transporte l'eau que je peux transporter dans mon bec et pas beaucoup plus. Il faut investir massivement dans ces sujets-là, dans l'éducation et pas que l'éducation supérieure. Donc si je devais à très court terme réfléchir à ce sujet-là, sur le métier du design, je pense qu'il faut revoir de fond en comble les formations en design qui sont pas adaptées aujourd'hui, parce que dans bien des cas, on va former des spécialistes d'une discipline, mais qui comprennent pas forcément ce qu'il y a autour, et du coup qui vont être aptes à dessiner le prochain SUV désirable, mais qui vont pas être aptes à appréhender le problème dans une plus grande, on va dire, taille. Et c'est pas une question de capacité, c'est juste une question d'orientation pédagogique, et c'est des choix qu'il faut faire. Et il y a déjà des acteurs qui se posent ces questions-là. Donc, publier, se rencontrer, en discuter, débattre, pas être d'accord, essayer de postuler d'autres solutions. Quand on a l'opportunité de transmettre des messages, le faire avec
ses proches, ses enfants, c'est dans les écoles. On travaille avec le centre de recherche interdisciplinaire, on a monté un diplôme universitaire avec eux. À côté d'eux, il y a une association qui s'appelle les Saventuriers, qui fait de la formation aux sciences dans toutes les écoles, donc de la maternelle jusqu'à fin de secondaire. Ils font des trucs de dingue, on pourrait très bien imaginer qu'il y ait une réplication de ça. C'est très local, c'est un maillage partout en France. Voilà, il y a plein de voies possibles. Il y a un outil que vous connaissez peut-être, une petite application qui est géniale qui s'appelle Dragonbox. Dragonbox, ça apprend à compter aux enfants et à résoudre des équations complexes avant même qu'ils soient capables de verbaliser que c'est complexe. Ils arrivent à le faire. Si dans tous ces artefacts qu'on crée, on essaye systématiquement de faire passer ces messages-là en plus, ça deviendra une norme. Je vais vous donner une anecdote qui est pour moi vraiment symptomatique. Quand on a déménagé, on a ramené tout un bordel qu'on avait chez nous, dont un stock de paille en plastique qu'on avait depuis peut-être 10 ans, qui avait fait 3 déménagements. C'était l'anniversaire de ma fille, donc un peu plus âgée que mon fils dont je vous ai parlé. Je parle beaucoup de mes enfants, c'est un peu bizarre. Et il y a un de ses petits camarades qui est venu me voir, qui fait « Mais vous avez des pailles en plastique ? La honte !» Je fais « Non, mais c'est paille en carton ou paille en inox, vous êtes nuls. » Alors, j'ai pas osé lui rétorquer que la paille en inox, il n'était pas dit qu'elle a une empreinte carbone moins pourrie que le plastique en question, mais enfin bon. Mais ça change. La question qu'il faut se poser, c'est comment on accélère ce changement-là si on considère collectivement que c'est un changement qu'il faut opérer. Mon sentiment, c'est que oui. Mon sentiment, c'est que 1, c'est vital, et 2, c'est très pressé. Mais il faut qu'on soit plus nombreux à être d'accord avec ça. Et il y a plein de solutions.